résistance est née très spontanément un peu partout en France, par des gens qui n'y étaient nullement disposés, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, et qui simplement ont dit non à un moment donné. C'était pas possible d'accepter ces uniformes qui étaient partout, ces inscriptions en lettres gothiques que personne n'arrivait à lire, cette armée étrangère qui était toute puissante. Nous étions, nous, absolument résolus à tout faire, tout et n'importe quoi, pour que, au moins, l'honneur soit sauvé. Les landaux, c'était très pratique pour transporter des armes. En 1942, j'ai transporté une petite bombe. Il ne faut jamais désespérer. Quand on veut quelque chose, si on le veut assez fort et qu'on est prêt à tout pour ça, ben on y arrive. Voici l'histoire d'une trentaine de femmes et d'hommes dont les itinéraires croisés, héroïques, romantiques et tragiques dessinent le puzzle complexe des résistances. Alger, 1943. Avec la disparition de Jean Moulin, De Gaulle perd l'homme qui avait réussi, malgré les oppositions et les controverses, à imposer l'unification de la résistance. Max assumait le lien en sa personne entre l'intérieur et l'extérieur, entre Londres et l'ombre. Max avait eu les deux fonctions. Il était le délégué général du général de Gaulle et il avait bâti autour de lui tout un appareil qui constitue presque un gouvernement clandestin pour s'occuper des liaisons, pour s'occuper des finances, pour s'occuper du personnel. Et en même temps, il est le président du Conseil national de la résistance. À partir de ce moment-là, les deux fonctions vont être dissociées. Après quelques semaines de flottement, Georges Bidault prend la direction du Conseil national de la résistance. De Gaulle nomme l'ancien préfet Émile Bollaert comme délégué général en France pour remplacer Moulin. Bollaert, sans aucune expérience de la clandestinité, n'a ni la légitimité ni l'autorité de Max. De Gaulle charge Pierre Brossolette, résistant depuis 1940, de l'assister. Le 19 septembre 1943, à 1h30 du matin, Pierre Brossolette atterrit sur un terrain près d'Angoulême. À cette date, la Gestapo retrouve, à cause d'une grave imprudence, la trace de l'appartement qui, au 129 rue de la Pompe, abrite la délégation générale, regroupant l'ensemble des services administratifs mis en place par Jean Moulin. Les Allemands connaissent ainsi les noms de tous les agents envoyés par Londres au cours des dernières semaines. Pierre Brossolette, à peine arrivé, est déjà repéré et pourchassé. Il écrit à Passy. « La vie ici est très dure. Liaison supprimée. Adresse brûlée. Gestapo partout. C'est assez moche. » Devant la catastrophe, De Gaulle décide de rappeler Bollaert et Brossolette. Brossolette, Pedro, qui considère que sa mission n'est pas terminée, dans un premier temps refuse.
Puis, devant l'insistance de Passy, 4 mois plus tard, il tente de gagner l'Angleterre par mer en pleine tempête. Le bateau fait naufrage. Brossolette est arrêté en Bretagne au cours d'un banal contrôle. Transféré à Paris au siège de la Gestapo, au 84 de l'avenue Foch, il est torturé systématiquement. Le 22 mars au matin, trompant la surveillance de ses gardiens, il réussit à se jeter dans le vide du 5e étage. Pierre Brossolette meurt le soir même, à 40 ans, sans avoir parlé. De son côté, la brigade spéciale numéro 2 de la police française, logée quai des Orfèvres, traque sans relâche les combattants de la MOI FTP, l'organisation de combat des communistes immigrés. Marcel Reymann, jeune juif polonais de 20 ans, participe à des actions quasi quotidiennes. Les attentats contre l'armée d'occupation, effectués par une poignée de jeunes gens armés de leur courage et de grenades artisanales, se multiplient en région parisienne. 92 attentats à Paris pendant les 6 premiers mois de l'année 1943. 22 en mars, 12 en avril, 11 en mai, 13 en juin. Soit en moyenne, un attentat tous les 2 jours, dans une ville quadrillée. Boris Olban, chef militaire, applique une tactique qui réduit les risques. Un qui attaque, l'autre qui achève, ce que le premier n'a pas fait, et le troisième qui défend. Donc l'attaque avec le minimum de combattants. L'attaque foudroyante, pas surprise. La retraite immédiate. Christina Boyko, qui dirige le service des renseignements des FTP MOI, parcourt Paris occupé pour repérer les objectifs militaires. Dépôts d'armes, hôtels fréquentés par les Allemands, patrouilles régulières, et transmet ses notes à Olban. On notait la possibilité de l'attaque, c'est-à-dire avec quelle arme on pouvait effectuer l'attaque. On notait également l'heure la meilleure, la plus propice pour l'attaque, et en même temps les conditions du repli. En mai 1943, Christina Boyko remarque rue Saint-Dominique une grosse Mercedes qui pénètre dans la cour de la Maison de la Chimie. L'immatriculation ZF10 et le fanion indiquent un dignitaire nazi important. Je ne pouvais pas dire qui était le passager de la voiture ZF10. Je pouvais dire seulement qu'il représentait la haute hiérarchie allemande, mais aucune autre précision. Christina Boyko rend compte à Misak Manoukian, qui a remplacé Olban comme chef militaire des FTP MOI de la région parisienne. Le dignitaire nazi est logé au 18 rue Pétrarque, dans le 16e arrondissement de Paris. 2 combattants sont chargés de l'exécution. L'Espagnol Celestino Alfonso et Marcel Reymann, d'origine polonaise. L'Allemand Leo Kneller est en protection. Au moment où la voiture de l'officier allemand démarre, Alfonso décharge son pistolet à travers la vitre. L'Allemand blessé cherche à sortir par la portière du côté opposé. Marcel Reymann l'achève de 3 balles. Sous la protection de Leo Kneller, les partisans se retirent sans encombre. Les combattants de la MOI découvrent l'identité de la victime le lendemain dans la presse de la collaboration.
Il s'agit de Julius Ritter, qui a rang de colonel SS, chargé de l'envoi des jeunes Français en Allemagne pour le service du travail obligatoire. La longue traque de la brigade spéciale numéro 2 s'intensifie. Pendant des semaines, les filatures continuent. La BS2 est sur les talons de Marcel Reymann, qui est identifié. Elle a retrouvé l'adresse de sa mère et de son frère Simon, qui vivent 68 boulevard Soult, sous une identité d'emprunt. La surveillance de Reymann permet de loger d'autres combattants. Les limiers remontent ainsi jusqu'à Missak Manoukian, appelé Bourg, chef militaire de la Moy FTP. Le 16 novembre, Manoukian est interpellé. Un vaste coup de filet permet d'appréhender 68 membres du détachement, dont Marcel Reymann, qui sont remis aux Allemands. Les FTP Moy de la région parisienne sont anéantis par le travail des policiers français. À Lyon, Denise Jacob, la jeune niçoise qui écoutait la radio de Londres en 1941, est devenue en cet été 1943 membre du mouvement Franc-Tireur. C'était très dur. Je circulais à bicyclette. J'avais entre 8 et 18 rendez-vous par jour. Et je trouvais la vie très difficile, mais je n'y pensais pas. C'était assez exaltant en même temps. J'avais appris le plan de Lyon par cœur pour le Rhône, la Saône, les ponts. Je ne m'y retrouve plus maintenant. Mais pour savoir où donner les rendez-vous, je ne notais aucun rendez-vous. Mais j'avais très peu de rapports avec les gens et personne ne devait savoir mon adresse. Je n'avais l'adresse de personne. C'était une vie pour une jeune fille de 19 ans assez sévère. Les conditions matérielles sont d'une grande austérité. Denise Jacob loue une chambre minable, sans chauffage, dans la périphérie de Lyon, et se nourrit de peu. Le plus pénible est la solitude. Cette vie difficile, tous les résistants l'ont rencontrée. Pierre-Henri Tedjen est un des fondateurs du mouvement Combat. Si l'on me demandait de résumer ce qu'a été mon existence, telle que je m'en souviens, eh bien je dirais que l'hiver, j'ai eu très froid. Que toute l'année, j'ai eu très faim. Et que j'ai eu peur, du matin au soir, une peur viscérale, permanente. Peut-être qu'il ne faut pas l'avouer. J'ai eu peur pendant 2 ans. J'ai eu froid, j'ai eu faim, j'ai eu peur. Denise Jacob rencontre régulièrement, à l'entrée d'un des nombreux ponts de Lyon, un homme qui lui paraît âgé avec ses cheveux gris, ses lunettes fines sur le nez et son chapeau. C'est un des responsables de Franc-Tireur, le grand historien Marc Bloch, qui écrit dans le journal et dirige le mouvement sur la région lyonnaise. Denise ignore bien entendu l'identité de ce vieux professeur qu'elle appelle Narbonne. Le 8 mars 1944, Marc Bloch est interpellé sur le pont de la Boucle. Il a avec lui une valise bourrée de documents. L'auteur de L'étrange défaite, dont l'œuvre marquera des générations d'historiens, est fusillé le 16 juin 1944. 2 jours après, Denise Jacob, à son tour arrêtée, subit le supplice de la baignoire avant d'être déportée comme résistante au camp de Ravensbrück. Depuis son arrestation à Caluire,
En même temps que Jean Moulin, Raymond Aubrac est incarcéré à Montluc. Lucie Aubrac ne pense qu'à le faire évader. Le 21 octobre 1943, lors d'un transfert, un commando des groupes francs, répartis dans 3 tractions Citroën, attaque la camionnette transportant Aubrac, boulevard des Hirondelles. Moi, je suis assis avec mon compagnon par terre, dans le camion, contre la chaîne, et je vois ce qui se passe dans la rue. Si bien que, arrivé boulevard des Hirondelles, je vois arriver 3 voitures, 3 tractions avant, suivies d'une camionnette. Ce qu'il fallait d'abord, c'était arrêter ce camion. Nous avions donc dans la voiture où j'étais un très bon tireur qui était muni d'une mitraillette avec un silencieux. Ça ne fait pas de bruit du tout quand ça tire. Il a ajusté d'une manière très précise le chauffeur et les gardiens qui étaient à côté. Ils ont été tués. Le coup de main réussit. Dans l'opération, Raymond Aubrac est blessé à la joue, mais il est libéré, ainsi que 14 autres prisonniers. La famille Aubrac se met au vert avant de gagner Londres, 3 mois plus tard. À Alger, depuis le 3 juin 1943, De Gaulle et Giraud coprésident le Comité français de libération nationale, CFLN. Dans la perspective de l'après-guerre, le premier objectif du général est de jeter les bases d'un État, c'est-à-dire un exécutif et une représentation nationale. Une ordonnance du 17 septembre 1943 crée l'Assemblée consultative provisoire en vue de fournir une expression aussi large que possible de l'opinion nationale. Près de la moitié des sièges sont occupés par des représentants de la résistance intérieure. C'est la renaissance du parlementarisme et le retour de la République. Le 9 novembre 1943, le CFLN dirigé par De Gaulle, qui a écarté Giraud, est considérablement remanié. Plusieurs éminents représentants de la résistance intérieure y entrent. Henri Freinet, chef de combat, et commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés. Emmanuel Dastier, chef du mouvement Libération, devient commissaire à l'intérieur qu'il appelle le ministère de la Résistance. François de Menton, cofondateur de Combat, conserve le commissariat à la justice. Ainsi, à la fin de 1943, l'homme du 18 juin est à la tête d'institutions républicaines qui intègrent les représentants de la résistance intérieure. De la résistance, combattant pour la France, avant le froid, avant la faim, défiant l'horrible esclavage. Le 11 novembre 1943, à Oyonnax dans l'Ain, les maquisards se rendent maîtres de la ville pendant plusieurs heures. Henri Roman-Petit défile à la tête de 200 maquisards en armes et en uniforme. Bien loin de l'image des bandits criminels que Vichy voulait donner d'eux. Henri Roman-Petit dépose une gerbe en forme de croix de Lorraine au monument aux morts, devant une foule d'abord incrédule puis enthousiaste. Avant ces chiens sans jamais perdre courage, ce sont ceux du maquis.
Libération rend compte de cette démonstration spectaculaire. Jeunesse du pays. Mais ce succès ne doit pas masquer les difficultés rencontrées par les maquisards. À l'automne 1943, ils sont au total environ 50 000 pour toute la France. Pendant l'hiver, les très difficiles conditions de vie découragent les moins convaincus. Le recrutement se tarit. Les effectifs tombent à quelques milliers pour l'ensemble du territoire. Maquisards et responsables s'interrogent sur l'utilité des maquis, isolés, mal ravitaillés, mal équipés. Les armes surtout font cruellement défaut. En visite à Londres en février 1944, Emmanuel Dastier, le commissaire à l'intérieur, retrouve son camarade Aubrac, qui vient, après son évasion, d'arriver dans la capitale anglaise. Au cours de ce voyage, Dastier demande à Churchill que les Anglais accentuent les livraisons d'armes. Le Premier ministre britannique redoute l'usage que pourraient en faire les communistes. C'est un grand personnage, votre De Gaulle. Je l'ai toujours soutenu. Et comment peut-on s'entendre? Il déteste les Anglais. C'est notre chef. Il est plus difficile à manier que Staline ou Roosevelt. Monsieur Churchill, nous avons besoin d'armes pour les maquis. Je suis d'accord, il faut faire la guerre. On vous aidera, mais tenez-vous tranquille. Quand même, les résistants vont s'en servir. Monsieur Dastier, pouvez-vous garantir qu'ils ne tourneront pas leurs armes contre eux-mêmes et qu'ils obéiront aux ordres du général Eisenhower? Dastier obtient en partie satisfaction. Les parachutages augmentent. Un peu. Marcel Reymann et ses camarades des FTP Moy commandés par Manoukian passent en procès à la mi-février devant le tribunal allemand. La presse de la collaboration a reçu la consigne de donner la plus large publicité aux audiences. Le 21 février, les 23 sont condamnés à mort. Dans la soirée, ils sont passés par les armes au Mont Valérien. Les Allemands choisissent 10 visages pour figurer sur une affiche qui dénonce les terroristes. L'affiche rouge est collée sur les murs à des dizaines de milliers d'exemplaires. L'objectif de la propagande allemande de présenter les résistants comme des terroristes échoue. Des mains anonymes déposent des bouquets de fleurs sous les affiches. À genoux, nous fîmes le serment, miliciens de mourir en chantant, s'il le faut pour la Nouvelle-France, amoureux de gloire et de grandeur, tous unis par la même ferveur, nous jurons de refaire la France. À genoux, nous fîmes ce serment. Depuis les premiers jours de 1944, Joseph Darnan, dit Jo le déménageur, déjà chef de la milice, a remplacé René Bousquet comme secrétaire général au maintien de l'ordre. Répondons présent au maréchal. Il cumule désormais les deux fonctions. Miliciens de mourir en chantant, s'il le faut pour la Nouvelle-France. Auberg autorise la milice à parader en zone nord. Les hommes en uniforme noir se spécialisent dans la chasse aux résistants en toute impunité et travaillent main dans la main avec les Allemands. Ils portent des coups terribles à la résistance dans les Alpes, la région toulousaine, le Massif central.
Les miliciens se distinguent particulièrement en Haute-Savoie. Depuis le début de l'année 1944, des centaines de maquisards se sont réfugiés sur le plateau des Glières, à 1400 mètres d'altitude, que le relief tourmenté rend difficile d'accès. Le plateau devient ainsi le premier territoire métropolitain à échapper à l'autorité du gouvernement de Vichy. Celui-ci ne se trompe pas sur la force du symbole et met tout le département en état de siège. Les hommes des Glières tiennent tête pendant 2 mois aux forces de Vichy. Mais avec le concours de la milice française, le 27 mars 1944, 3 bataillons de la Wehrmacht, appuyés par l'aviation et l'artillerie, prennent d'assaut le plateau des Glières. Les maquisards évacuent, mais dans la retraite, une centaine de résistants sont capturés ou tués. Au printemps 1944, Londres décide d'envoyer des instructeurs auprès des maquis. Jeanne Boeck, la jeune Bretonne engagée dès juin 40 dans les forces françaises libres, est volontaire. Après des mois d'entraînement, elle est larguée en Bretagne dans le cadre de la mission baptisée Râteau. C'est sans doute une des premières femmes parachutées. Je n'ai pu être parachutée que le 29 février 1944. J'étais la seule qui était instructeur de sabotage. Je suis allée en Bretagne, où j'ai pris contact avec les FFI. Munie de faux papiers au nom de Marcel Bosser, Jeanne Boeck parcourt la Bretagne à bicyclette. Elle forme des résistants au sabotage et en effectue elle-même. J'ai coupé la voie transversale Vannes-Didange. J'ai explosé moi-même les pains de plastique avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait. Ça a très bien marché, ils ont mis 8 jours à réparer. Le mouvement d'unification se poursuit. Les organisations militaires de la résistance se fondent au sein des forces françaises de l'intérieur au début de 1944. Les FFI regroupent toutes les composantes militaires. L'armée secrète, les groupes francs, l'ORA issu de l'armée d'armistice vichiste et les FTP communistes qui gardent en partie leur autonomie. L'amalgame entre les forces d'histoire et d'idéologie fort diverses se fait lentement et parfois douloureusement. Le général Koenig est chargé par De Gaulle du commandement des FFI. Passy quitte la direction du PCRA pour devenir son chef d'état-major. Dans les jours qui précèdent le débarquement en Normandie, les résistants fournissent de précieux renseignements à l'état-major allié sur le mur de l'Atlantique. Les résultats, c'est qu'en 1944, nous avions 90% ou 95% des informations militaires qui venaient de France. Nous avions 1000 plans, 1000 croquis. C'est-à-dire qu'il ne se passait pas, il n'y avait pas une compagnie allemande qui pouvait se déplacer en France sans que nous sachions exactement ni ce qu'elle faisait, ni où elle allait, ni nous connaissions même les noms de ses officiers, les noms des sous-officiers, leurs emplacements, etc. Ceci a joué un rôle considérable, naturellement, au moment du débarquement.
débarquement allié, le 6 juin, marque le début des combats pour la libération du territoire. La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. La veille, par 210 messages radio, le général Eisenhower a donné l'ordre à tous les résistants de passer à l'action. L'éléphant s'est cassé une défense. Les plans de sabotage, vert pour les voies ferrées, violet pour les transmissions, tortue pour les routes sont mis en œuvre. Un peu partout en France, les résistants multiplient les sabotages. Sur le millier de coupures de voies ferrées programmées, 950 sont réalisées en quelques jours. Jacques Delmas, dit Chaban, est délégué militaire national. Le plan vert a bien fonctionné, le plan violet a bien fonctionné, le plan tortue aussi. Si bien que de nombreuses divisions allemandes, et notamment plusieurs divisions blindées, n'ont pas pu arriver à temps, ils ne sont jamais arrivés. Le général Eisenhower a envoyé une lettre après disant que probablement sans la résistance française, le débarquement n'aurait pas réussi. Dans tout le pays, après le débarquement, les maquis se développent à une vitesse fulgurante. Les volontaires affluent. Les effectifs des FFI, de 50 000 en janvier, doublent en juin et atteignent 500 000 pendant l'été 44. En Bretagne, Jeanne Boeck, la plastiqueuse à bicyclette, rejoint le maquis Saint-Marcel à la ferme de la Nouette. Dans la nuit du 9 au 10 juin, des parachutistes envoyés par Londres tombent du ciel pour encadrer le maquis. 150 à 200 conteneurs d'armes et de munitions, soit 45 tonnes, sont largués et jusqu'à 700 conteneurs le 13 juin. C'est le plus important parachutage de France occupé et même avec l'atterrissage de 4 jeeps dans la nuit du 17 juin, une première mondiale. Le lendemain, 18 juin, les Allemands attaquent le camp de la Nouette qui regroupe 2500 hommes. Jeanne Boeck demande à participer au combat. On lui répond que ce n'est pas la place d'une femme. Le maquis se disperse et les Allemands, comme partout, se vengent sur la population civile. Saint-Marcel est incendié. Jeanne Boeck se cache dans une cabane perdue en pleine campagne. Dans le Limousin, les FFI sous le commandement de Guingouin disposent en ce printemps 1944 de forces importantes. En quelques jours, Guingouin voit arriver 800 combattants supplémentaires dépourvus de toute instruction militaire. Des gendarmes qui pourchassaient les maquisards quelques semaines plus tôt se rallient par brigades entières. C'est la ruée vers les bois. Guingouin a installé son maquis dans la région de Sussac, au centre d'un triangle Saint-Gilles, Émoutier, Châteauneuf-la-Forêt. Territoire contrôlé par les maquisards, il est surnommé la Petite Russie. Désormais, le maquis mène ses actions à découvert. Mais l'été 44 dans la région est également l'été des massacres. La population civile est visée.
À Tulle, 99 hommes sont pendus le 9 juin. Le lendemain, une unité de la division Das Reich encercle le village d'Ouradour-sur-Glane. Des centaines d'hommes sont exécutés. Les femmes et les enfants sont brûlés dans l'église. Au total, 643 victimes de la barbarie nazie. À la fin du mois de juillet, les Allemands attaquent le maquis de Guingouin pour desserrer l'étreinte autour de Limoges. Guingouin décide de faire face et se replie avec ses hommes sur le mont Gargan. Les combats durent 3 jours. Guingouin réussit à retarder l'avance des colonnes allemandes et à sauvegarder son maquis et son armement. En Provence, le 15 août, 250 000 hommes de l'armée du général Delattre de Tassigny débarquent sur les plages de la côte méditerranéenne. Les maquis de la région, qui ont déclenché une massive campagne de sabotage, participent au combat pour la libération des villes. Les FFI font le coup de feu à Toulon et Marseille. Raymond Aubrac, nommé commissaire de la République, débarque le 18 au matin dans la baie de Saint-Tropez. Bientôt, il prend le contrôle de Marseille libérée. Emmanuel Dastier, commissaire à l'intérieur, assiste au défilé militaire aux côtés de son camarade Aubrac. Ces deux pionniers de la résistance qui, 4 ans plus tôt, jetaient les bases du mouvement Libération, savourent l'instant. Les unités FFI passent à l'action pour harceler les troupes allemandes en retraite. Les combattants sortent de l'ombre et entrent dans les villes qu'ils libèrent, comme à Saint-Étienne, Romans, Périgueux ou encore Montpellier. Le 21 août, le colonel Ravanel, qui commande 5000 hommes, se rend maître de Toulouse. Il s'installe avec son état-major à la préfecture. Donc on s'est trouvé devant un basculement d'un pouvoir vichiste vers un nouveau pouvoir qui était celui de De Gaulle. Autrement dit, il faut bien savoir que nous n'avons pas libéré Toulouse pour installer la résistance, nous avons libéré Toulouse pour installer le gouvernement du général de Gaulle. Il faut que ce soit clair et net. Ravanel harangue des foules enthousiastes. Le jeune polytechnicien pétainiste de 20 ans en 1940 est devenu un chef de guerre. Le 21 août également, Guingouin pénètre dans Limoges à la tête de ses maquisards. Par crainte d'un bain de sang comme à Tulle, il a attendu la capitulation de la garnison allemande encerclée pour s'emparer de la ville. À Paris, les Allemands commencent à évacuer des troupes à partir de la mi-août. Le 20 août, le communiste Henri Tanguy installe son PC souterrain dans les catacombes sous le Lion de Belfort.
Chef régional des FFI de la région parisienne depuis le 1er juin, Tanguy prend le grade de colonel et le pseudo de Roll. C'est sous ce nom qu'il signe désormais ses ordres. Roll Tanguy entre en fonction et bientôt dans l'histoire. Sa femme Cécile le rejoint. Elle est sa secrétaire et son agent de liaison. La mission des FFI de la région Île-de-France est ouvrir la route de Paris aux armées alliées victorieuses et les y accueillir. Le colonel-chef régional, Roll. Nous étions vraiment en face d'une situation favorable pour déclencher l'insurrection et nous en avons pris la responsabilité. C'est de son PC souterrain que Roll Tanguy lance un ordre de mobilisation générale qui est collé sur les murs de Paris. Depuis quelques jours, les cheminots et les postiers sont en grève. Les policiers occupent la préfecture de police. L'hôtel de ville est aux mains des FFI. Roll Tanguy dispose d'environ 20 000 FFI, mais de seulement 600 armes. Malgré cette pénurie, Roll pousse à l'insurrection immédiate. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La nation tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tous au combat. Le 22 août, Paris se hérisse de barricades. Une soixantaine en tout. Le 25 août, après 2 jours d'atermoiement, la 2e DB du général Leclerc entre dans Paris. Chaban le guide vers les principaux réduits allemands. Les combats de la libération de Paris permettent de rassembler les 2 résistances, les FFI de Roll et les soldats de Leclerc. Pierre Georges, l'homme qui a abattu le premier officier allemand au métro Barbès en 1941, est devenu le colonel Fabien. Responsable des FFI du sud de Paris, il fait la jonction avec les hommes de la 2e DB. Ils participent ensemble aux combats violents autour du palais du Luxembourg et de la Sorbonne. En début d'après-midi, Roll rejoint la gare Montparnasse en compagnie de Chaban dans le half-track de Leclerc. À 15h30, Leclerc reçoit la capitulation de von Choltitz, le commandant du Grand Paris. Chaban intervient pour que Roll signe également, ce qu'accepte volontiers Leclerc. Et à ce moment-là, Valéry m'ont dit, mais il faut que Roll signe. Et Chaban a appuyé. Et Leclerc a dit, que Roll signe. Et la souscription, d'ailleurs, je suis en quelque sorte mis avant Leclerc. Convention de reddition conclue d'une part entre le colonel commandant des FFI de France et le général Leclerc commandant de la 2e DB et le général von Choltitz. Alors là, j'ai signé. Le paraphe du chef des FFI de la région parisienne marque le triomphe de la résistance intérieure. Quelques instants plus tard, De Gaulle arrive. On voit arriver le général De Gaulle, qui tout de suite parle avec Leclerc. Il s'assied à la table qu'on avait installée et Leclerc lui donne à lire l'acte de reddition. Et à ce moment-là, De Gaulle s'étonne, mais comment se fait-il que Roll ait signé? Alors, Leclerc dit, mais d'ailleurs Chaban était d'accord.
Finalement, De Gaulle félicite Roll, qui le raccompagne à sa voiture en compagnie de Leclerc. Le 26 août, lors du défilé triomphal sur les Champs-Élysées, ils sont là, les résistants survivants, qui ont échappé à la déportation ou au poteau d'exécution. Jean-Pierre Lévy, fondateur de Francs-Tireurs, est un rang derrière De Gaulle. À Georges Bidault, président du Conseil national de la résistance qui prétend marcher à sa hauteur, De Gaulle lance « Un pas en arrière, s'il vous plaît ». Ma voiture contre une Jeep. Je suis parti dans la nature en criant hip, 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 hurrah. Et dans l'armée Leclerc, je chanterai cet air plein d'espoir de voir la victoire. Jamais la France n'a autant dansé. Dans le panier, mon plus beau, mais rien ne vaut pour moi le casque en acier. Et quand le jour viendra où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip, hip, hip. Étrange ambiance de cet été 44 qui mêle liesse et violence, réjouissance et vengeance. Environ 20 000 femmes sont tondues par des résistants de la 25e heure qui, par un zèle intempestif et odieux, veulent racheter leur attentisme. La chasse aux collabos ou supposait-elle est ouverte. Des milliers d'arrestations ont lieu. L'épuration extrajudiciaire fait 9000 victimes. Mais l'immense majorité de ces exécutions sommaires ont eu lieu pendant les combats qui précèdent et accompagnent la libération. Le général de Gaulle, en bon ouvrier de la victoire, accomplit son tour de France. Première étape, Lyon. En septembre, le chef du gouvernement provisoire effectue une tournée en province à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, dans des régions où l'apport de la résistance dans la libération a été décisif. C'est une tournée de remise en ordre et de mise au pas. Partout, De Gaulle répète le même message. L'ordre républicain doit être rétabli. Un seul État, une seule armée, une seule police. Le fleuve résistant doit retrouver son lit. À Marseille, Raymond Aubrac, commissaire de la République, accueille De Gaulle. Devant les rangs des FFI, De Gaulle lâche « Quelle mascarade !» À Toulouse, le lendemain, Serge Ravanel reçoit De Gaulle. Et De Gaulle est arrivé et ça a été tout de suite la douche écossaise. Ça a été la douche écossaise, à tous égards. D'abord déjà, en arrivant, pas le moindre sourire, pas le moindre regard humain. Il a été simplement méprisant humainement. Est-ce qu'il est concevable que des hommes qui, depuis 2 ans, 3 ans, se battent, qui ont risqué leur peau, la seule question qu'on leur pose, quel est votre grade dans l'armée? Est-ce que c'est concevable? Mais ces hommes ont été humiliés. La résistance rentre dans le rang. De Gaulle rétablit les institutions de la République.
Les FFI sont dissoutes le 28 août et intégrées dans l'armée régulière. Roll Tanguy donne l'exemple. Les FFI de l'Île-de-France poursuivent le combat et appellent tous les patriotes aux armes à rejoindre à l'appel du général de Gaulle la nouvelle mais déjà puissante armée française. Après la libération complète du territoire, la résistance a accompli sa tâche historique. L'armée des ombres a payé un lourd tribut au combat pour la libération du pays. 4000 résistants ont été fusillés. 44 000 ont été déportés dans les camps de Ravensbrück, Buchenwald ou Dachau, où souvent ils ont continué la lutte clandestine. Beaucoup ne sont pas revenus de ce voyage au bout des ténèbres, comme le général Delestrin, chef de l'armée secrète, déporté à Dachau en septembre 1944 et exécuté le 19 avril 1945 d'une balle dans la nuque. Christian Pineau, Claude Bourdet, Edmond Michelet ont été marqués à vie par l'expérience concentrationnaire. Michelet, are you a Frenchman? I'm Frenchman. To what do you owe the fact you believe that you are alive now, that you didn't perish by... To the Providence. To the Providence. Well, I am a Roman Catholic and I do believe in God, you know. I'm obliged to believe in God. Germaine Tillon, Denise Jacob, Geneviève de Gaulle ont survécu ensemble à l'enfer de Ravensbrück. On a envie d'en appeler à Dieu, et dans un camp de concentration, Dieu paraît terriblement absent. Au lendemain de la libération, les résistants rêvent d'une France nouvelle telle qu'ils l'avaient dessinée pendant les années noires. Le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance a publié son programme dans une brochure de 8 pages intitulée « Les jours heureux ». Ce document qui fonde l'identité de la résistance constituera le socle du pacte républicain pour plusieurs décennies. Le programme du CNR inspire l'action des gouvernements d'après-guerre. De Gaulle nationalise le secteur bancaire, le secteur de l'énergie. Le gouvernement, en 1945, crée un système de sécurité sociale pour tous et instaure un régime de retraite. Les femmes et les hommes issus de la résistance vont fournir les cadres de cette France nouvelle qui émerge au milieu d'immenses difficultés. Les grandes espérances des lendemains qui chantent continueront longtemps d'enchanter l'imaginaire collectif.